Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons ce soir un groupe de jeunes de la région de Maradi qui vont nous parler de leurs préoccupations et de comment ils entrevoient l'avenir du Niger après les événements du 26 juillet. Des événements qui ont changé le cours de l'histoire de ce pays qui vient d'amorcer sa marche vers l'affirmation de sa souveraineté nationale et la prise en main de son destin dont la jeunesse a un rôle crucial à jouer pendant cette période. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau M. Ibrahim Moussa Maman Rabiou, secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Maradi. M. Abdelkarim Boubacar Hassan, président du Conseil régional de la jeunesse de Maradi. Mademoiselle Fadila Oumarou Manzo, chargée du genre au Conseil régional de la jeunesse de Maradi. Et M. Soule Chibi, chef de division jeunesse à la direction régionale de la jeunesse, de la culture, des arts et des sports de Maradi. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons parler des préoccupations des jeunes dans la région de Maradi. Quelles sont les préoccupations de la jeunesse dans la région de Maradi? Comment la jeunesse de Maradi voit l'avenir du Niger depuis les événements du 26 juillet? Qu'est-ce que le CNSP doit faire pour prendre en compte les préoccupations de cette jeunesse? La réponse à toutes ces questions dans ce débat que nous entamons avec cette question. Quelles sont aujourd'hui les préoccupations de la jeunesse dans la région de Maradi? Monsieur Ibrahim, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. On commence par vous. Bonsoir et merci beaucoup. Nous tenons d'abord à remercier l'Office national pour cette occasion qui nous est offerte afin de pouvoir placer notre mot sur le thème préoccupation de la jeunesse dans la ville de Maradi. D'accord. Et Maradi étant connue comme la région la plus peuplée du Niger, bien évidemment, et à cette frange de la jeunesse qui, avec un nombre très exhaustif. Il faut dire que les préoccupations d'abord de la jeunesse dans la ville de Maradi n'est pas autre que celle de toutes les autres régions du Niger. Tout à fait. Notamment les problèmes liés à l'emploi et à l'insertion dans le secteur et dans le secteur du travail. Du travail, d'accord. Voilà en quelque sorte ce qui constitue l'objectif général, si je peux le dire. Entre autres, il ne manquera pas bien évidemment d'autres objectifs spécifiques, bien sûr. Comme le droit à l'éducation, qui constitue un des points phares de notre constitution, et également le droit aussi à la santé. La santé, tout à fait. Parce qu'il y a une frange de la jeunesse, bien évidemment aussi, qui n'arrive pas à avoir cette possibilité, parce qu'il faut le dire, la région de Maradi étant la plus peuplée aussi, il y a ces phénomènes de mendicité qui sont aussi au rendez-vous. D'accord. Merci, merci Ibrahim, merci. Abdelkarim, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Quelles sont aujourd'hui les préoccupations de la jeunesse dans la région de Maradi? Bonsoir, M. Tchabago. Merci pour l'ORTN de nous avoir invités à ce grand débat pour en parler sur la préoccupation des jeunes de la région de Maradi. D'accord. Donc, s'agissant de ces préoccupations, depuis l'avènement du 26 juillet du CNSP, donc la jeunesse s'est engagée pour accompagner le CNSP dans son combat. Tout à fait. Et je pense que la jeunesse attend beaucoup aussi du CNSP, d'où ses préoccupations de la région de Maradi. Bien sûr. Comme l'a si bien dit tout à l'heure le secrétaire général, quand on regarde sur plusieurs aspects, parce que nous on parle de la région de Maradi entièrement, donc la jeunesse attend beaucoup. Surtout la jeunesse qui est en milieu rural aujourd'hui, qui est en coupure avec beaucoup de communication et ne sait pas où est-ce que cette démarche est en train de partir. Et aujourd'hui, Dieu merci, même au niveau régional, aujourd'hui la télé Sahel est en train d'échanger avec nous pour savoir quelles sont ces préoccupations de ces jeunes. Et ces préoccupations de ces jeunes n'est rien d'autre que la prise en compte de tous les besoins de ces jeunes. La fois passée, nous avons invité l'ensemble des représentants de la jeunesse qui sont dans toutes les communes, ici même à Maradi, avec la direction, avec la présence du ministère de la jeunesse, de la culture, des arts et des sports, pour échanger et avoir ces préoccupations des jeunes au niveau de la région de Maradi et avec des solutions concrètes où nous pensons, si ces préoccupations sont prises en compte et solutionnées, on peut avoir une issue de sortie. D'où donc l'agriprenariat, aménagement
de plus de 300 hectares pour permettre à la jeunesse de faire l'entrepreneuriat vert qui est d'abord une solution. C'est l'une des réponses par rapport à ces préoccupations des jeunes, que ce soit les jeunes scolarisés ou les jeunes déscolarisés. Et c'est ça qui va nous amener à une autosuffisance alimentaire. Là, c'est le premier aspect. Sur les volets éducation également, beaucoup reste à faire. Parce que quand vous regardez, c'est l'une de nos préoccupations aujourd'hui. On est à la veille de la rentrée. La jeunesse aussi s'engage à faire donc une mobilisation des jeunes pour un retour à l'école. Maintenant, quelles seront encore la continuité des processus pour que ces jeunes-là puissent retourner concrètement à l'école? Parce que quand vous regardez, il y a plusieurs aspects qu'on doit étudier sur ces points. Aujourd'hui, tantôt, on regarde que d'autres personnes n'ont pas encore pris conscience, ou c'est à la veille de la rentrée que vous allez voir par-ci par-là d'autres péripéties. Or, nous tous, on tend vers un changement. Comment apporter ce changement? Les jeunes sont engagés à retourner à l'école, mais quelque part, vous voyez que d'autres ne sont pas prêts encore. Ce sont des enseignants. Là, c'est écœurant. Ça, c'est un. Et de deux aussi, il y a une question toujours qui nous fait écho, parce que nous, en tant que représentants des jeunes, surtout à la veille de la rentrée, vous allez voir la question de la COGES, où des fois, les jeunes n'est pas responsable de non-paiement de la COGES, mais grâce à cela, on essaie de les chasser, et ce qui conduit à l'abandon également. Ça, c'est un aspect aussi à prendre, parce que c'est une question de la région des Maradi. Au-delà aussi, c'est la question sanitaire. Aujourd'hui, Dieu merci, le CNSP s'est rendu compte par rapport à cette préoccupation tant chantée par les jeunes, où cette question a été prise en compte, où beaucoup de points ont été révisés et réduits et appliqués et suivis à la lettre. Mais s'agissant aussi de la santé sexuelle reproductive aussi, là on va falloir beaucoup intensifier les sensibilisations et avoir un œil regardant, parce que c'est une question qui concerne également le volet genre et qui est négligé, qui beaucoup pensent que c'est un volet tabou. Et mis à part ça aussi, la question de l'employabilité. Aujourd'hui, quand on prend au niveau de la région de Maradi, chaque année, le nombre de jeunes qui sortent avec leur diplôme, c'est au-delà de 500 jeunes. Et ces 500 jeunes-là, à peu près 5 ans, chaque année, on arrive à totaliser 500 jeunes. Et il n'y a pas de recrutement, il n'y a pas cette question de l'employabilité, et il n'y a pas aussi l'insertion socio-professionnelle au niveau de ces jeunes-là qui vont leur permettre d'avoir un emploi décent. Et c'est la question de l'emploi, Maradi étant la capitale économique également. Il y a beaucoup aussi d'économies informelles au niveau de la jeunesse, par manque donc de sensibilisation et de formation qui vont leur permettre de formaliser leur entrepreneuriat et permettant de générer encore l'économie d'une manière formelle. Là aussi, c'est une autre préoccupation. Et quand on regarde également d'une manière générale aussi, au niveau... quand on regarde aussi d'une manière générale, au niveau de l'implication, parce que oui, au niveau de l'implication, parce que on doit impliquer les différents ministères sectoriels qui vont permettre de canaliser un certain nombre de jeunes. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse a besoin d'un encadrement. Bien sûr. Et si cette jeune-là n'est pas encadrée, n'est pas orientée, c'est normal que les jeunes n'arrivent pas à se retrouver. D'accord. Tout à l'heure, vous parlez d'entrepreneuriat. Et vous parlez aussi de programme de la grande irrigation, parce que vous parlez des hectares qui devraient normalement être consacrés. Oui, il y a les projets grande irrigation, il y a les projets avec le ministère du Commerce, avec le DG de l'entrepreneuriat, qui parle donc de l'entrepreneuriat vert. Pour que ces jeunes-là aillent à la terre, c'est ça? Oui, parce qu'avec ces grands projets, dans chaque région du Niger, il y aura donc une implantation d'une industrie. Et pour la région de Maradi, c'est une industrie en transformation du moringa. Or, le moringa a à peu près 24 spéculations. Là, les gens vont se retrouver en production de la matière première qui est le moringa et en transformation également. Vous voyez, là, c'est déjà un pas, je pense, pour permettre à la jeunesse de se retrouver. Merci Abdelkader, merci. Monsieur Tibi, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur les préoccupations de cette jeunesse à Maradi? Merci, M. Abdoulaye. Merci vraiment de réunir sur cette table les jeunes, les représentants des jeunes et aussi le ministère en charge de la jeunesse. De la jeunesse, d'accord. Donc moi, au nom du ministère en charge de la jeunesse, allez-y. Par rapport aux préoccupations des jeunes de la région de Maradi,
Je vais dire, il faut parler des catégories de jeunes. Catégories de jeunes. Si on parle des jeunes, on parle des jeunes en plusieurs catégories. Catégories, d'accord. La première catégorie de jeunes, c'est les jeunes vivant en milieu urbain. Ok. Ils ont leurs préoccupations. D'accord. Les jeunes vivant en milieu rural. Ont leurs préoccupations aussi. Ils ont leurs préoccupations. Tout à fait. Les jeunes diplômés sans emploi. D'accord. Ils ont leurs préoccupations. Et il y a des jeunes qui n'ont ni diplôme. Ouais. Et eux aussi, ils ont leurs préoccupations. Tout à fait. On y va. Donc par rapport aux jeunes vivant en milieu urbain, dont la plupart sont des diplômés sans emploi, ils ont besoin d'être orientés. Orientés. La plupart sont formés. Ils ont leur diplôme, mais ils ne savent pas comment préparer leur avenir. Parce que pour un jeune, sa préoccupation, c'est comment devenir l'adulte, un bon adulte de demain. De demain, tout à fait. De demain. D'accord. Donc c'est ça la préoccupation de tout jeune. D'accord. Donc maintenant, pour les jeunes qui vivent en milieu urbain, comme je l'ai dit, ils veulent fonder leur famille et ils voient les problèmes qu'il y a en ville. Ils sont inquiets. Ouais. Où est-ce qu'ils vont s'installer? Ouais. Comment ils vont préparer leur vie future en milieu urbain? Donc, ils ont besoin d'être encadrés. D'accord. Ils ont besoin d'être orientés. Et ils font face à beaucoup de défis, tels que la question de la santé. De la santé. Pour fonder son avenir pour un jeune, il faut avoir une bonne santé. Ah, il faut avoir une bonne santé, absolument. Et cette santé des jeunes est menacée, comme vous le savez, par la consommation de la drogue. De la drogue, tout à fait. Donc à ce niveau, les jeunes ont vraiment besoin d'être encadrés pour qu'on lutte ensemble contre la consommation de la drogue. Tout à fait. La jeunesse urbaine, c'est là où la consommation de la drogue a beaucoup plus d'effet. Ouais. Les jeunes en milieu rural, ils ne sont pas bien formés, ils ne sont pas bien informés, parce qu'ils ont même un accès limité aux différents outils dont disposent les jeunes en milieu urbain. D'accord. La communication, elle est limitée en milieu rural, mais ils sont nombreux aussi. Ouais, ils sont nombreux. Donc ces jeunes-là aussi ont vraiment besoin d'être formés, ils ont besoin d'être encadrés, ils ont besoin d'être orientés. D'accord. Donc voilà pourquoi nous saluons les efforts que le CNSP est en train de faire pour des innovations. Comme vient de parler le président du Conseil des jeunes. Oui, bien sûr, Abdou Karim, oui, tout à fait. Des différents projets et programmes d'entrepreneuriat, agri-entrepreneuriat qu'ils veulent installer. Tout à fait. Ça, c'est vraiment au niveau du ministère de la jeunesse. Nous avons pensé, ça fait plusieurs années, nous pensons au retour à la terre des jeunes. À la terre des jeunes, tout à fait. C'est la terre qui est capable de nourrir tout le monde. Ah oui, bien sûr. Et les jeunes, qui sont les plus nombreux au niveau de la population, ils ont vraiment besoin d'être occupés. Et pour être occupés, il faut le retour à la terre. Tout à fait. Les jeunes sont formés, il a le diplôme, mais il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. L'État ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. À tout le monde, bien sûr. Mais la terre peut donner de l'emploi à tout le monde. À tout le monde, oui. Ça, c'est donc le retour à la terre, moi je pense que c'est vraiment une bonne chose. L'agri-entrepreneuriat est vraiment un programme très salutaire qui peut aider la jeunesse. D'accord. Ce programme-là, il peut vraiment faire occuper la jeunesse en milieu urbain et en milieu rural. Comme en milieu rural, tout à fait. Le milieu rural peut produire, on amène au milieu urbain, on industrialise, on transforme et les jeunes seront sur toute la chaîne. Production, transformation, commercialisation. Donc à ces trois niveaux, les jeunes seront vraiment occupés. Donc c'est ça les préoccupations des jeunes de la région de Maradi. La région de Maradi, il y a le commerce, mais il y a aussi l'agriculture et l'élevage. L'élevage, tout à fait. On dit que c'est la capitale, la région de Maradi est la capitale économique. Économique du pays, tout à fait. Donc les jeunes doivent être insérés dans ces circuits-là économiques pour trouver des occupations. Tout à fait. Mais malheureusement, les jeunes sont, en fait, leur esprit
est un peu désorienté. Donc voilà pourquoi nous, en tant que ministère en charge de la jeunesse, bien sûr. On a besoin de la participation de tous et du soutien de l'État pour créer les conditions à ce que ces jeunes-là soient bien encadrés et orientés. Ce n'est pas que les jeunes n'ont pas des idées. Les jeunes ont des bonnes idées. Ils ont des initiatives. Ils ont aussi des initiatives, mais ils ont besoin d'être orientés vers les différentes opportunités. D'accord. À Maradi, il y a beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités à Maradi. D'accord. Donc ces jeunes-là vraiment ont besoin d'être très bien encadrés et orientés vers ces opportunités pour qu'ils soient occupés. Et si le jeune est bien occupé, il n'aura même pas le temps de penser aux mauvaises choses. Oui, bien sûr. Ça, donc la consommation de la drogue, voilà. le banditisme. Le banditisme. Là où les jeunes sont enrôlés. S'ils sont bien orientés, bien encadrés, ils ne vont jamais penser à ce mauvais côté. Oui, bien sûr. Donc c'est ça, en fait, ce qu'on pouvait dire pour les préoccupations des jeunes de la région de Maradi. Merci, vraiment merci, M. Tivi, pour ces explications. Fadila, bonsoir et bienvenue sur le plateau du grand débat. Vous avez écouté ce que les trois invités ont dit. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur ces préoccupations de la jeunesse dans la région de Maradi? Voilà. Merci pour la parole donnée et également pour la préoccupation des jeunes de la région de Maradi. Je disais que ces jeunes-là sont influencés par plusieurs facteurs, notamment socio-économiques et éducatifs. Socio-économiques, d'accord. Si on prend un peu, il y a le chômage de jeunes qui ralentissent un peu le développement de cette jeunesse de Maradi. D'accord. Il y a un manque d'opportunités d'emploi. D'emploi, ok. Oui. Vraiment, l'accès de l'emploi est rare et limité. Okay. Il y a aussi l'aspect et le mariage précoce. Précoce, tout à fait. Presque, une réalité, hein, surtout dans la région de Maradi. Dans cette région, presque les filles se marient avant l'âge de 18 ans. 18 ans. Oui, 14-15 ans, c'est ça? 14, 15, 17, 18 Les parents ans. vous marient comme ça à l'âge de 14-15 ans, c'est ça? Je pose la question. Moi. Tout à fait, effectivement. C'est qui stoppent leur développement professionnel. Donc, un accès limité au monde professionnel. Il y a aussi l'accès limité aux soins. Surtout, le président avait parlé de soins de la santé reproduction. Tout à fait. Vraiment, ces soins-là, ce n'est pas donné à n'importe qui. Tout à fait. La santé reproductive, là, ça doit être pris en charge, mais l'accès est très limité. D'accord. Donc, il va falloir ouvrir ce soin-là, qu'il soit accessible à toutes et à tous. D'accord. Il y a aussi, comme le président l'a souligné, et le retour à la terre. Le retour à la terre, il doit être possible que si les terres sont accessibles. Il y a une rareté des terres. Il y a la dégradation aussi de ces terres, puisque la jeunesse de Maradi fait face au phénomène du changement climatique aussi. Les terres sont dégradées. Les terres ne sont pas accessibles. D'accord. Ils sont aussi limités. Limités, d'accord. Oui. D'accord. Il y a aussi, si on prend un peu l'aspect sécuritaire, oui, ces jeunes-là, ils sont souvent enrôlés par les bandits. Armés, les groupes et tout terroristes. ça, là, c'est dû au chômage. Au chômage, d'accord. Le manque de préoccupation. D'accord. Oui. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci Fadila, merci. On va avancer. Hein. Et quelles sont maintenant les difficultés vraiment que vous rencontrez dans votre vie quotidienne par rapport à ces préoccupations soulevées? Monsieur Ibrahim. Merci beaucoup une fois de plus, M. Timago, pour cette occasion. Et je dirais en parlant des difficultés. Je pense que la première difficulté d'abord, c'est par rapport à l'orientation des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas bien évidemment orientés, ce qui m'amène peut-être à faire une proposition au niveau de la vie scolaire des jeunes. Il faudrait que dès le bas âge, qu'ils puissent avoir une orientation. Le système éducatif nigérien, dans son ensemble, pas seulement de la région de Maradi, bien évidemment, doit être revu. Afin de pouvoir trouver des mécanismes à ce que l'enfant de le bas âge qu'il puisse avoir l'amour de la patrie, le patriotisme, qu'il puisse avoir une culture sur le civisme et que l'enfant soit outillé pour être bien orienté dans la vie future. Et surtout de l'orientation scolaire. Aujourd'hui, les jeunes sont abandonnés.
Souvent, oui, abandonnés, je l'ai dit, c'est dans le monde scolaire, c'est comme si l'enfant lui-même, ou peut-être souvent avec l'aide des parents, arrive à se tracer lui-même son destin, un chemin. Alors que je pense que l'État doit revoir dans le système éducatif comment avoir un comité de gestion. Un comité qui va siéger à chaque fois en fin d'année, en base des résultats académiques des étudiants, des élèves, afin qu'ils puissent être orientés. Et cette orientation, sans nul doute, va permettre à cette classe de jeunes scolarisés à pouvoir être chacun dans son milieu. Au lieu de laisser un élève évoluer de CI jusqu'en CM2, obtenir le CFPD, finir faire le brevet jusqu'au bac, alors qu'à chaque fois, il n'arrive pas, en tout cas, à être sur le bon chemin. Peut-être c'est un bon littéraire qui va choisir le chemin scientifique. De la littérature, voilà. Entre autres, et aussi sur le système professionnel. Et il faut aussi revoir cela parce que je l'ai dit souvent, des jeunes qui peuvent bien évidemment être des bons scientifiques arrivent à abandonner ou à être quelque chose. Ou bien quelqu'un qui ne peut pas tenir à l'école. Ce n'est pas seulement à l'école qu'on peut bien évidemment évoluer. Et malheureusement aujourd'hui aussi la jeunesse est confrontée à ces problèmes d'orientation, je l'ai dit. Un jeune qui n'arrive pas en tout cas à être bon à l'école mais qui continue à persister alors qu'il y a un autre domaine vers lequel il peut comme évoluer. Le système professionnel où il peut être balancé et il va évoluer. Donc ces problèmes d'orientation doivent d'une manière ou d'une autre en tout cas être solutionnés. Le deuxième problème auquel je dirais la population de la ville de Maradi ou la jeunesse est confrontée surtout aussi, c'est ce phénomène de FADA. Et le camarade a eu à en parler tout à l'heure du ministère de la Jeunesse par rapport à la consommation de la drogue, des stupéfiants. C'est quelque chose qui s'apprend aussi sur les FADA, un peu surtout dans le milieu urbain. Aujourd'hui, le phénomène de la consommation de la chicha est devenu un modèle pour plusieurs jeunes de la ville de Maradi. Alors à ce niveau, la solution au niveau des autorités régionales, c'est de créer les conditions de pouvoir stopper ces phénomènes. Les phénomènes de FADA où on vient, c'est pour prendre du thé, c'est pour apprendre à fumer, la chicha à fumer et l'herbe, la weed bien évidemment, et bien d'autres consommations de stupéfiants et de drogues. C'est un des phénomènes qui entrave la santé de la jeunesse et aussi qui préoccupe la jeunesse au lieu d'aller vers le travail. Mais ça donne à des activités, bien évidemment, qui n'ont aucun intérêt ni pour la population, ni pour le pays. Donc il faudrait que tous ces problèmes puissent être solutionnés. Entre autres aussi, et la camarade ici présente, Fia a eu à en parler, DG Fadila, relativement à la question du mariage. Que ce soit précoce, que ce soit les mariages forcés. C'est un phénomène qui constitue aussi un entrave au bon développement, surtout de cette jeune, de la jeunesse féminine, qui se voit souvent être difficile. Il faut le dire aussi, peut-être dans un autre langage plus souple, qu'il y a jusque-là un manque d'éveil, de conscience à l'endroit de certaines franges de la population. Une fille à 12 ans, 14 ans, se voit forcée à être mariée à peut-être un l'âge qui est plus riche, et elle sera au final maltraitée même dans la maison. Donc c'est aussi un phénomène. Oui, c'est une pratique qui s'observe. C'est une pratique qui s'observe dans la ville de Maradi, bien évidemment. Donc à ce niveau, il faut qu'il y ait des divisions au niveau du ministère de la Jeunesse qui vont s'en occuper de ces volets, afin qu'en cas, en tout cas, d'alerte, que des alertes puissent être lancées et que des solutions puissent être trouvées. Et aussi en parlant des difficultés, bien évidemment, étant un étudiant ou représentant des étudiants, je ne peux oublier aussi les préoccupations des étudiants qui, entre autres aussi, liées à la bonne marche de l'académie. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui s'observe, en tout cas dans l'intérieur en général et surtout au niveau de la ville de Maradi également, relativement au paiement des droits des étudiants. Aujourd'hui, Niamey n'est pas seulement la seule région du Niger. Quand on observe aujourd'hui certaines pratiques relativement au paiement de la bourse, de l'aide sociale et d'autres subventions, les étudiants ne sont pas
en tout cas, est mis dans leurs droits, parce que Niamey est plus priorisé à chaque fois avant les autres régions. Alors il faudrait à ce niveau qu'ils puissent avoir une solution à ces problèmes, que toutes les régions puissent être traitées au même pied d'égalité. Aujourd'hui, nous sommes à une année d'arrêt de brousse. Alors oui, bien évidemment, alors que Niamey en a déjà perçu. Donc ce sont des pratiques aussi qui sont en tout cas à être traitées. Toutes les régions du Niger doivent être traitées au même pied d'égalité. Voilà ce que je voudrais ajouter comme problème lié aussi au secteur de l'éducation qui est notre université. Sans oublier également aussi la question du logement qui constitue également un problème. Chaque année, il y a le nombre des étudiants qui augmente et la question des capacités d'accueil n'est pas améliorée. Merci. D'accord. Merci vraiment. Abdou Karim, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ces difficultés rencontrées au quotidien par cette jeunesse de la région de Maradi Voilà. Merci, M. Tchamango, pour ajouter par rapport aux difficultés rencontrées. Quand on regarde la jeunesse de la région de Maradi, d'une manière générale, tend à s'adapter face à toutes ces préoccupations. D'accord. Aujourd'hui, quand on regarde, les jeunes cherchent de gauche à droite pour faire une activité leur permettant de générer un revenu. Notamment, on est proche du Nigeria et beaucoup de jeunes se lancent dans les transports. Comme vous regardez, il y a beaucoup de jeunes qui font les arrêts d'État et consorts. Et là aussi, c'est des jeunes qui ne sont pas du tout sensibilisés pour se formaliser. Parce que c'est un moyen de transport pour générer un revenu et ça doit être régularisé comme ça se doit. Et cela aussi cause beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés. Tantôt, les jeunes ne sont pas formés dans les volets donc, de la bonne conduite. Et ils ne sont pas détenteurs donc, de leur permis de conduire et bien d'autres, et ils oublient que c'est une entreprise qui génère un revenu et il faut nécessairement un droit également pour l'État et il y a un certain nombre de conditions qu'ils doivent également s'adonner. Tout ça fait partie donc des difficultés parce que c'est une tentative de solution que les jeunes cherchent à avoir pour s'adapter. Parce que si il n'y a pas cette activité, ils vont se laisser et par finir ils vont être enrôlés. Vous voyez. Et là c'est de revoir comment l'État peut permettre à ces jeunes-là de pouvoir se formaliser dans un temps bien déterminé. Donc une solution intermédiaire. Parce que ça ne peut pas intervenir brusquement, mais on peut avoir une solution intermédiaire permettant à ces jeunes-là de s'arrêter. Et mis à part ça aussi, il y a, comme l'avait dit tout à l'heure, il y a donc le milieu rural également. Le milieu rural aussi, oui. Comment amener ces jeunes-là à développer d'autres activités parce qu'aujourd'hui, on est à la fin donc, de la période agricole. Donc, c'est le moment pour les jeunes de partir en migration dans notre pays pour avoir un travail. Parce que nous, on a une seule période. Si elle finit donc en milieu rural, il n'y a pas une seconde campagne. Donc, les jeunes ne peuvent pas se rester, il faut attendre l'année prochaine. Donc, au lieu d'attendre l'année prochaine, ils vont se donner à une autre préoccupation. Maintenant, c'est comment amener une autre préoccupation pour ces jeunes-là, parce que s'il y a une orientation, les jeunes-là, ils seront très bien orientés, ils auront une préoccupation leur permettant de rester dans leur pays pour développer une activité qui leur permettra donc de générer des revenus. Et cela est possible si ces jeunes-là sont accompagnés, parce qu'ils doivent être formés. C'est là où on doit beaucoup miser sur la formation professionnelle. Parce que ces jeunes-là qui sont en milieu rural, si on les forme dans les domaines professionnels, que ce soit en pratique, parce qu'on doit songer à rompre avec l'enseignement général. Aujourd'hui, ça fait des années. Ça fait des années qu'on est en train de former des personnes sur l'enseignement général. Il y a des milliers et des milliers de diplômés qui sont là. Oui, qui sont là. Mais avec ça sert à quoi? Avec leur diplôme. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, en un mot, dans l'enseignement général, on ne forme que des chômeurs, c'est ça ou pas? On ne forme que des chômeurs en réalité. Mais si on forme des jeunes sur les domaines professionnels, ils sont obligés de partir créer eux-mêmes. Et en créant eux-mêmes, ça va nous servir. C'est ça le plus important et ça va nous permettre de mieux s'adapter. Parce qu'on va créer professionnellement par rapport à notre besoin. Et c'est ça qui va nous permettre d'échanger entre nous sans pour autant qu'on parle. Il faut mettre l'accent sur la formation professionnelle et technique. La formation professionnelle et technique et l'insertion socio-professionnelle également. Et mis à part ça aussi, quand on regarde sous un autre angle également, ici donc en milieu rural. Comment amener ces jeunes-là qui évoluent dans les fadas ou dans les consommations, comment les sensibiliser et les amener à se formaliser pour être dans des groupes? Parce qu'on ne peut pas cibler des personnes un à un
pour les amener à se former. Non, mais il faut que ces jeunes-là arrivent à être transformés dans les groupes en créant des centres d'orientation des jeunes. Au niveau donc du ministère de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, s'il y a un centre d'écoute et d'orientation des jeunes, ça va mieux nous permettre de solutionner ces problèmes. Parce qu'aujourd'hui, même si des jeunes ont des problèmes, ils n'ont pas là où ils vont partir pour qu'ils soient écoutés. Il n'y a pas ce centre d'écoute. Et s'il y a un centre d'écoute, proportionnellement à leurs problèmes, ils seront orientés. Et cette orientation-là, c'est ça qui va leur permettre d'embrasser un métier, leur permettant d'abandonner un certain nombre de pratiques. Et par rapport au volet de la consommation des stupéfiants, moi je l'ai toujours dit, ces stupéfiants-là ne sont pas commandés par ces jeunes. Mais on doit partir vers la cause racine de ces problèmes. Qui commande ces stupéfiants-là? Qui les amène dans notre pays? Et comment ça rentre? Les jeunes sont tout simplement victimes. Sont tout simplement victimes parce qu'on les utilise dans la transit de ces derniers et on les utilise dans la consommation. Tout à fait. Mais ils n'ont pas les moyens leur permettant de les payer et de les amener. Donc, c'est comme dire qu'il y en a encore d'autres personnes. Donc, on doit impliquer toutes les personnes nécessaires nous permettant de sauver ce phénomène parce que c'est un phénomène qui nous gangrène, qui nous cause beaucoup de problèmes. Parce que c'est un problème qui amène la jeunesse à un retard crucial. Parce qu'en consommant ces derniers, les jeunes sont dans beaucoup d'aspects. Ils sont dans l'inconscient, ils font beaucoup de pratiques, c'est eux qu'on utilise, c'est eux qui viennent pour harceler d'autres personnes, pour tuer leurs parents, pour faire n'importe quoi. Donc là, je pense que c'est une question qu'on doit traiter très rapidement ou urgemment. Les jeunes sont là-dessus parce que nous, à travers le Conseil des jeunes, on est en train de faire beaucoup de sensibilisation dans tous les milieux, mais beaucoup reste à faire parce que si les parents ou si les aînés, ces personnes-là qui sont en train de les commander, si l'État puisse continuer, parce que l'État est en train de le faire. On remercie donc le CNSP pour tout le travail, parce que l'État est en train de mettre la main sur beaucoup de ces réseaux-là. C'est en train de réduire. Oui, ça on voit chaque jour presque la police arrive à démanteler ces réseaux de trafiquants. Et la jeunesse aussi est en train d'être sensibilisée par rapport à cette consommation. Parce que ce n'est pas une civilisation en réalité. C'est une déperdition. Il faut que les jeunes arrivent à les comprendre. D'accord. Merci Abdelkarim, merci beaucoup. Merci. Oui, Thierry, qu'est-ce que vous allez ajouter? Vous avez écouté ce que ces jeunes ont dit sur les préoccupations rencontrées, les difficultés rencontrées presque au quotidien dans la région de Maradi. Quelle réponse vous allez apporter, Alice? Merci, M. Abdoulaye. Donc, par rapport aux différentes difficultés, nous, au niveau de l'État, au niveau du ministère de la Jeunesse, la principale difficulté qu'on rencontre, que je peux souligner, c'est l'insuffisance de synergie d'action. L'insuffisance de synergie d'action, ok, d'accord. Beaucoup de ministères, plusieurs ministères interviennent et ils pensent qu'ils sont en train d'intervenir pour les jeunes. Parce qu'avec la place que la jeunesse occupe, tout celui qui intervient, il ne peut pas éviter la jeunesse. Quel que soit le secteur. D'accord. Y compris le secteur de la défense, y compris le secteur de la sécurité. D'accord. Les jeunes sont dedans. D'accord. Et ils sont même au centre. Ok. Mais malheureusement, nous, en tant que ministère de la Jeunesse, beaucoup de choses se passent sans nous. Sans nous impliquer. Alors qu'on attend de nous des résultats. Des résultats, tout par rapport à cette jeunesse. Bien sûr. Si cette jeunesse-là est pervertie, c'est notre responsabilité. Si cette jeunesse-là n'est pas bien éduquée, elle n'est pas bien orientée, c'est notre responsabilité. Donc voilà pourquoi j'ai dit il y a un problème, il y a une insuffisance de synergie d'action. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, il faut créer un cadre où tout celui qui va intervenir au profit de la jeunesse, il faut que le ministère de la Jeunesse soit impliqué. Ok. D'accord. Les partenaires, il y a beaucoup de partenaires qui interviennent. Le président vient de soulever des questions d'orientation, d'une plateforme d'orientation des jeunes. Il y a des partenaires qui ont ces plateformes, mais ces partenaires-là, ils interviennent sans notre implication. Nous, on ignore même leur existence. C'est après, c'est sur le terrain qu'on vient constater que dans telle commune, il y a une plateforme d'orientation créée et soutenue par un partenaire. Donc ce qu'il faut faire, c'est de créer un cadre où tous les ministères qui interviennent, les ministères sectoriels qui interviennent au profit de la jeunesse, il faut qu'il y ait un cadre où tous les ministères ont leurs représentants.
au niveau national et au niveau déconcentré. D'accord. Donc, il faut que tous les acteurs s'unissent pour les préoccupations, pour répondre à ces préoccupations des jeunes. Parce que les jeunes, s'ils ne trouvent pas un cadre, s'ils ne trouvent pas que les gens sont là, qui sont en train de travailler pour eux, ils vont vouloir agir eux-mêmes. Voilà. Et c'est pas bon. Et si les jeunes agissent eux-mêmes, soyons sûrs que ce n'est pas du bon côté. Ah, tout à fait. Ce n'est pas du bon côté. D'accord. Donc pour éviter, pour réduire le risque que les jeunes agissent eux-mêmes, il faut qu'ils soient bien encadrés, bien orientés, et il faut créer ces cadres-là. Le ministère de la Jeunesse a besoin de moyens suffisants pour mener sa politique. Bien sûr. Tant que le ministère n'a pas suffisamment de moyens pour mener sa politique, le ministère sera limité dans ses actions à faire la politique de ses moyens. Tout à fait. Et elle sera limitée en termes de résultats. Et voilà pourquoi on constate que les jeunes, ils ne se sentent pas beaucoup plus près du ministère de la Jeunesse. Quand un jeune a des problèmes, le premier secours qu'il doit chercher, c'est au niveau du ministère en charge de la jeunesse. De la jeunesse, tout à fait. C'est au ministère en charge de la jeunesse de l'orienter vers là où se trouve la solution à ces problèmes. On ne doit pas laisser les jeunes lui-même aller chercher un peu partout pour trouver les solutions à ces problèmes. C'est plutôt de venir au ministère de la Jeunesse, et c'est au ministère de la Jeunesse qui est bien informé, qui a les moyens de l'orienter et l'orienter aussi du bon côté. Parce que si ce n'est pas orienté par le ministère en charge de la jeunesse, qui maîtrise la question de la jeunesse, qui sait qu'est-ce que le jeune a besoin, il ne sera pas bien orienté. Il sera orienté par son ami, bien sûr, et des fois même par son ennemi, par quelqu'un qui, lui, il vise un autre intérêt. Et voilà pourquoi les jeunes sont enrôlés dans beaucoup de mouvements, et ils font beaucoup d'actes où on voit que c'est des jeunes. Quand on fait une saisie de drogue, vous allez constater que ceux qui ont fait transiter la drogue, c'est des jeunes. Ceux qui consomment, c'est des jeunes. Ceux qui vendent, c'est des jeunes. Tout à fait. Et les conséquences aussi, c'est les jeunes. Bien sûr. D'accord. Donc voilà pourquoi nous, vraiment, on a les difficultés qu'on rencontre, c'est cette question de synergie. Parce qu'on a dit qu'ensemble, on est toujours plus fort. Ensemble, on est toujours plus fort. Merci, M. Tibi. Fadila, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ces difficultés que vous rencontrez au quotidien? Qu'est-ce que vous allez ajouter rapidement? Allez-y. Moi, je vais dire que les problèmes rencontrés sont dus à la rareté des infrastructures du développement. À la rareté des infrastructures du développement, oui, si on prend la jeunesse, que ce soit urbaine ou rurale, on doit mettre l'accent, on doit miser sur l'éducation professionnelle. D'accord. Oui, donc la création de ces centres-là pour les jeunes. Et même si ces jeunes-là, pour ceux qui sont scolarisés et même ceux qui ont abandonné, donc on peut les récupérer. Il y a la création aussi des centres de métiers. Oui, ils peuvent apprendre quelque chose une fois même l'école abandonnée. Au lieu d'aller vers l'immigration, aller dans d'autres pays. Tout ça là, ça va un peu les préoccuper, apprendre quelque chose et entreprendre à long terme, si on peut dire. Il faut mettre à la disposition de ces jeunes-là des matériels nécessaires, pour qu'ils soient un peu occupés. À part ça, je pense que côté femmes et filles, il faut ouvrir des centres d'apprentissage pour les femmes, pour les filles. Effectivement, surtout pour les filles qui abandonnent l'école aussi. Il faut les récupérer, puisqu'il y a le maintien. Il faut les maintenir, même si c'est dans ce centre-là, si une fois elles abandonnent, peut-être après le mariage, même il y a ceux qui divorcent et qui reviennent à la maison sans rien faire, tout ça là. Il faut vraiment revoir les tactiques, que ce soit côté étatique et les ONG. Il faut aussi sensibiliser cette jeunesse-là sur l'entrepreneuriat, faire l'entrepreneuriat et avoir des formations, que ce soit en menuiserie pour les garçons, que ce soit en couture pour les filles, il y a plusieurs domaines qu'on peut exploiter et qui peut générer quelque chose et ne pas rester sans rien faire.
Oui, il y a aussi le problème de l'accès à la santé. L'accès à la santé. Oui, surtout chez les femmes aussi. Vraiment, c'est un problème. Si la femme, là, elle n'a pas les moyens, surtout les soins sont un peu chers par rapport à la santé. Fadila, aujourd'hui, le CNSP a pris la décision de réduire les frais de soins médicaux sur l'ensemble du pays. Donc pour justement faciliter l'accès aux hôpitaux et autres soins de santé aux populations. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, parce que ce problème, cette préoccupation, elle est prise en compte déjà par le CNSP qui a pris cette décision. C'est un acte salutaire, mais voilà. cette population n'est pas encore sensibilisée. Ah, il faut informer. Informer, d'accord. Oui, oui. Les gens sont sous-informés. Sous-informés, ok. Il y a ceux qui n'ont pas cette information jusqu'à présent. Donc, ils sont réticents même d'aller vers les centres de santé. D'accord. Oui. Il faut mener une sensibilisation. Une sensibilisation par rapport à ça. On est d'accord. Oui. D'accord. Merci beaucoup. On va avancer par rapport à tout ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que le CNSP doit faire pour apporter une solution à ces préoccupations des jeunes dans la région de Maradi? Qu'est-ce que le CNSP doit faire de manière très concrète? Monsieur Brem. Merci encore une fois de plus. Je dirais que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie d'abord a encouragé, parce que depuis les événements du 26 juillet, à ces jours, nous avons sans nul doute vu beaucoup d'actions concrètes qui ont été posées allant dans le sens d'améliorer les conditions de vie de l'ensemble de la population nigérienne et surtout de cette jeunesse. La jeunesse également s'est mobilisée à accompagner le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Et cette jeunesse attend beaucoup. Elle attend beaucoup. La première des choses, je dirais, le Niger a pris la voie vers sa libération et cela doit être continuel et aussi concret. Aujourd'hui, le premier aspect, je dirais, sur lequel nous attendons des actions concrètes de la part du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, c'est surtout la libération monétaire. Aujourd'hui, le franc CFA doit être abandonné. Vous en avez marre? En collaboration, bien évidemment, avec les 3 pays de l'Alliance des États d'Israël, il faudrait qu'on commence à réfléchir sur la voie de se libérer du joug de l'impérialisme, bien évidemment, de se libérer avec le franc CFA afin qu'il ait une monnaie commune. Ça va beaucoup plus faciliter, bien évidemment, et faciliter à la jeunesse. D'abord, la question qu'on a eu à discuter de l'emploi et bien d'autres questions seront prises en compte à travers cette liberté monétaire. Et toujours, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie aussi est attendu de par la jeunesse à ce qu'il ait, en tout cas, un accompagnement. Nous avons eu à faire des propositions, je l'ai dit, le système éducatif nigérien doit être revu pour être corrigé. Et aujourd'hui, si vous constatez, dans la région de Maradi, qui est considérée comme la capitale économique, dans ce contexte précis, la région de Maradi, en tout cas, souffre plus que les autres régions. Et pourquoi? Parlant de la capitale économique, vous serez d'accord avec moi que, bien évidemment, la majorité ou le trésor régional est en difficulté. Et oui, bien évidemment, et c'est lié surtout à cette question de fermeture des frontières. Des frontières, tout à fait. Aujourd'hui, récemment, nous avons eu l'ouverture de la frontière du Nigeria. C'est ça. Mais jusque-là, le problème persiste. Et là, à ce niveau, j'appelle au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, bien évidemment, de réfléchir sur l'ouverture de la frontière avec le Bénin. Même s'il y a cette question de sécurité qui pèse, bien évidemment, il faudrait que ça soit revu. Parce que je peux vous en assurer que cette fermeture, en tout cas, impacte directement, d'une manière ou d'une autre, l'économie de la région de Maradi. Je sais de quoi je parle. Des difficultés économiques. Et aussi, également, si vous faites un constat, beaucoup d'entreprises, bien évidemment, sont fermées ici, en tout cas dans la région de Maradi. Je me souviens, lorsque j'étais en primaire, on me parlait de Olga Oual,
on me parlait du Niger Plastique, qui étaient des grandes entreprises, bien évidemment, qui régénèrent et qui impactent d'une manière ou d'une autre sur l'économie. Aujourd'hui, toutes ces entreprises sont fermées. Alors il faudrait que les débats soient posés, bien évidemment. Pourquoi ces derniers sont fermés et quelle est la solution à ce qu'on puisse les rouvrir et aussi créer d'autres entreprises qui vont sans nul doute continuer à contribuer. La proximité avec le Nigeria voisin est une grande opportunité pour la région de Maradi et qui doit être exploitée à travers bien évidemment le développement du secteur entrepreneurial. Il faudrait que ces entreprises puissent être réouvertes. Il faudrait également bien évidemment, parce que d'une manière ou d'une autre, si ces entreprises sont fermées, il y a peut-être la question liée aux impôts et autres. Donc il faudrait que l'État réfléchisse, que le Conseil national pour le sauvegarde de la patrie, comment alléger la tâche aux entrepreneurs, comment alléger la tâche aux opérateurs économiques dans les paiements des impôts pour ne pas être trop taxés, parce que peut-être sûrement souvent certaines taxes les amènent à ne pas faire des activités. Aujourd'hui, si vous constatez, il y a beaucoup d'opérateurs économiques. Au lieu de créer une entreprise au sein de la région de Maradi, ils préfèrent aller au Nigeria pour implanter leur entreprise. D'une manière ou d'une autre, ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, à un moment, les matelas sont produits ici même dans la ville de Maradi, mais actuellement, je pense que c'est en train d'être exploité de par le Nigeria voisin. Donc d'une manière ou d'une autre, il faudrait que cela puisse être résolu. Aujourd'hui aussi, parlons un peu de la question du carburant. Le Conseil national pour le sauvegarde de la patrie a eu bien évidemment à réduire le prix à la pompe du carburant. Mais le phénomène n'est pas résolu parce que jusque-là, l'exploitation du carburant de par les jeunes au niveau du Nigeria continue à être observé. Et à ce niveau, les problèmes doivent être résolus et voir quel est le mécanisme idoine par lequel le carburant soit utilisé dans la ville de Maradi et que l'exploitation de par la fraude des hydrocarbures doit être aussi en tout cas arrêtée parce que c'est un danger pour la jeunesse. Et je suis étudiant en médecine. Plusieurs fois, nous avons eu des cas de ces jeunes qui viennent dans des difficultés, tout parce qu'en cas de moindre accident, c'est des dommages qui ne peuvent pas être en tout cas résolus. Donc vraiment, c'est tant de questions en tout cas qui doivent être revues et aussi corrigées. Aujourd'hui, j'en ai parlé aussi de la consommation des drogues. L'État, bien évidemment, je pense, doit voir comment résoudre, comment arrêter ces phénomènes depuis qu'il est et pendant qu'il est temps. Le camarade du Conseil national pour la jeunesse a eu à parler, régional. Bien évidemment, il a bien raison. La jeunesse n'est pas responsable. Elle est une victime. Une victime, tout à fait. S'agissant de la consommation de drogue, tout à fait. Il faudrait bien évidemment qu'on puisse avoir des actions concrètes allant de l'essence de stopper ces phénomènes tout en arrêtant bien évidemment la commercialisation de ces drogues d'une manière ou d'une autre. Même si beaucoup d'efforts sont en train d'être consentis, mais il n'est jamais de trop pour bien faire. Et pour finir, je finirai avec la question de la mendicité. À ce niveau, je pense que l'école coranique doit aussi être prise en compte par l'État. L'État doit réfléchir sur un système et comment, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas amener leurs enfants à l'école. À l'école, tout à fait. Scolaire ou européenne et préfèrent peut-être mettre l'enfant à l'école coranique. Donc cette question de mendicité doit être revue pour voir comment moderniser les écoles coraniques. Et souvent aussi... Je vais poser cette question puisque vous abordez cette question d'école coranique. Pour vous, c'est ces écoles coraniques qui produisent les mendiants ou pas? D'une manière ou d'une autre, je dirais oui. Parce que souvent, la jeunesse des maladies n'est pas aussi responsable. Souvent, c'est des jeunes qui sont transportés du Nigeria voisin, d'ailleurs, pour embrasser la mendicité. Parce qu'un enfant de 10 ans
8 ans qui est amené d'ailleurs pour pouvoir étudier, pour apprendre le Coran, bien évidemment, se verra est obligé de partir mendier pour avoir de quoi manger. Tout à fait. Et de là, d'autres jeunes peut-être peuvent observer et aussi vouloir. Il y a des mendiants, bien évidemment, qui ne sont pas à l'école coranique, mais qui observent et qui apprennent cela. Aujourd'hui, la mendicité est transformée comme un métier, dans notre pays. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Voilà. Et d'où j'encourage aussi la décision qui a été prise par le gouverneur de la région de Niamey. Et je pense que la même décision n'a pas été encore prise. La décision n'est pas encore prise. Pourquoi? C'est seulement au niveau régional, parce que c'est le gouverneur, bien évidemment, qui doit le faire. Le gouverneur de la région de Niamey est responsable qui est de sa région. Bien sûr. Donc les autres régions du Niger, je pense, doivent réfléchir aussi sur comment faire cette même chose. Il faudrait bien évidemment arrêter ce système de mendicité, mais je l'ai dit, l'emploi doit être créé. Parce que quand on ne peut pas frapper quelqu'un et l'empêcher de pleurer, d'une manière ou d'une autre, il faudrait faciliter l'insertion à l'emploi de la jeunesse et aussi stopper ce système de mendicité. Merci vraiment pour ces explications. Oui, Abdel Karim, qu'est-ce que vous allez ajouter? Qu'est-ce que le CNSP doit faire pour apporter des réponses à ces préoccupations des jeunes dans la région de Maradi? Merci beaucoup. On va aller rapidement pour finir. Pour les solutions, on remercie davantage donc les CNSP, donc le général de brigade Abderrahmane Tchani, qui depuis l'avènement, beaucoup de choses sont en train d'être faites pour la jeunesse. Pour la jeunesse, donc, pour cette thématique, moi, je dirais dans un premier temps pour les jeunes, parce que nous, on pense que si les jeunes entreprennent, on va avoir beaucoup une solution. Là, j'aimerais dire que le CNSP doit accompagner beaucoup de jeunes, financièrement, techniquement, pour qu'ils créent des entreprises. Ça, c'est le premier aspect au niveau de la région de Maradi. Le second aspect, quand on regarde, sachant donc de la réduction des prix des hydrocarbures, nous, on pense que pour la région de Maradi, ce problème va continuer à exister. Parce que la réduction à la pompe à 489 francs ne résout pas ces problèmes. Parce qu'on est à côté du Nigeria. Or, on peut être à une période où les prix sur les routes ou informelles peut ne pas atteindre ces prix-là. Là, il ne peut pas permettre à la population ou à la jeunesse de s'orienter vers cet endroit-là. Et cela va encore continuer à amener les jeunes à évoluer dans l'informel. Et encore, le troisième point, les autorités doivent créer les conditions pour amener les jeunes à formaliser leur entreprise. Parce que l'économie est générée d'une manière informelle. Ce qui amène un vide au niveau de notre trésor. Mais si tout est formalisé, un manque à gagner. Si tout est formalisé, là, on pense qu'il y aura toujours un gain à gagner dans ce sens. Et au-delà aussi, on doit donc former donc les jeunes. Parce que quand on regarde surtout sur la question des phénomènes de mendicité, moi je dirais que c'est lié à un manque. C'est quand on regarde même les personnes en situation de handicap, s'ils sont formés, ils sont accompagnés, ils créent. Récemment, on était donc à la 8e édition du FONAF, Forum d'autonomisation des femmes et des jeunes. On a amené beaucoup des personnes en situation de handicap qui sont en train de faire beaucoup de choses parce qu'ils construisent et aussi ils produisent. Mais s'ils sont accompagnés et ils sont bien habillés, et je pense que cela doivent être des modèles pour permettre à d'autres personnes d'abandonner leurs pratiques. Maintenant, pour des jeunes également qui évoluent toujours dans l'entrepreneuriat, parce que nous on pense que ce qu'il faut les aider d'État là, c'est de l'entrepreneuriat. Là, nous demandons au CNSP aussi de créer les conditions pour amener une solution intermédiaire permettant à ces gens-là de se formaliser. Parce que voilà là où j'interviens pour parler de la question donc, de la formalisation. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde beaucoup de personnes qui entreprennent, parce qu'ils ne sont pas à règle, ils ne sont pas en train de ce problème est vrai. Ils n'ont pas de quoi encore nourrir leur famille également. Là aussi, c'est un vide. Et aujourd'hui, quand vous regardez toujours dans la région de Maradi, suite à ces phénomènes donc, de changement climatique, on a eu un grand phénomène d'inondation. Et ces personnes-là aussi ont besoin d'une orientation pour qu'ils puissent s'adapter. Parce qu'il y a des personnes qui ont tout perdu. Et ces personnes-là, ils ne savent même pas par où commencer. Parce que vous voyez, et ces personnes-là ont besoin d'être récupérées et orientées, formées et orientées. Parce qu'il y a beaucoup qui risquent de développer des traumatismes. Parce qu'ils ne savent même pas où commencer. Ces gens-là doivent être récupérés,
formés et orientés pour qu'ils puissent être reversés dans d'autres domaines. Parce qu'il faut qu'ils se reconvertissent également. Sans quoi, on ne sait pas quel serait leur sort, y compris leur famille. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ces ménages-là ne savent même pas où se trouve leur famille. Parce que la famille est divisée. Et on ne sait pas quel est leur devenir. Et il y a beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, on est à la veille de la rentrée aussi. Ces mêmes personnes seront en difficulté parce qu'elles seront de l'incapacité de payer les simples frais de congé de leurs enfants. Et là aussi, c'est un casse-tête. Donc, au-delà de ce point aussi, les recrutements. Parce que l'État doit recruter. L'État doit recruter. L'État doit recruter. On doit recruter des jeunes. Les jeunes sont là, mais ils ne sont pas recrutés. Vous voyez? Et c'est décourageant parce que c'est des jeunes qui ont étudié. Ils doivent servir des modèles. Non seulement pour leur famille, mais aussi pour leur père. S'ils ne sont pas recrutés, c'est décourageant aussi pour les autres de continuer à étudier. Et là, je pense que c'est un point que l'État doit avoir un œil regardant sur cet aspect-là, surtout sur le volet du recrutement. Et au-delà, l'État doit avoir un mécanisme de reconversion. Parce qu'au-delà de l'ANPE, on doit avoir un grand mécanisme de reconversion et de réinsertion socio-professionnelle des jeunes. Les jeunes ont étudié, ils ont fait l'enseignement général, mais comment les récupérer? Ils sont des diplômés, on ne peut pas les recruter, mais comment les récupérer pour les reconvertir et les réintégrer encore dans le système. C'est de cette manière, je pense que les gens peuvent les observer et qu'on peut avoir un accompagnement pour les jeunes. Maintenant, pour les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, là aussi, on attend du CNSP. Parce que là, j'ai parlé d'un centre d'écoute et d'orientation des jeunes. On n'a pas ce centre-là. Donc là, c'est au CNSP, à travers le ministère de la Culture, des Arts et des Sports, de trouver un mécanisme pour mieux écouter ces jeunes-là afin qu'ils puissent être réorientés. Parce que si cela n'a pas été fait, ce qui veut dire que ce sont ces jeunes-là qui vont continuer à être enrôlés et dans les fausses manœuvres. Et on ne sait pas ce que les lendemains vont donner. Donc, suite à cela, voilà, nous, on pense que si on arrive à avoir des solutions face à toutes ces préoccupations, la jeunesse sera très bien préoccupée. Et une fois que la jeunesse est préoccupée, je pense que le développement est garanti. D'accord. Merci Abdelkarim. Merci. Oui, Tibi, qu'est-ce que vous allez ajouter rapidement? Vous avez écouté. Il y a beaucoup insisté sur ce centre d'écoute, qui est très important. Donc, moi je pense que d'abord, ce qu'il faut souligner, nous au niveau du ministère de la Jeunesse, avec l'avènement du CNSP, nous avons constaté qu'il y a un changement qui a commencé. D'accord. Parce qu'il y a eu des réformes et il y a des nouveaux. D'accord. Maintenant, dans ce sens-là, ce que moi je voudrais ajouter, c'est qu'il faut que le ministère de la Jeunesse soit un ministère beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Il faut renforcer les moyens du ministère de la Jeunesse. D'accord. Comment renforcer les moyens du ministère de la Jeunesse? Il faut que le ministère de la Jeunesse, l'État, crée ses propres programmes et projets au sein du ministère de la Jeunesse. Ok. Parce que ce qu'on constate, nous sommes le ministère en charge de la jeunesse, mais nous jouons un rôle de participants à des activités organisées par d'autres personnes. Bien sûr. Alors que vous devrez être au centre. Alors que nous-mêmes, on devrait être au centre, on devrait avoir nos propres initiatives, nos propres projets qui devraient être gérés par le ministère de la Jeunesse. C'est à ce moment-là que toutes ces préoccupations que vient de souligner le président du Conseil de la Jeunesse devraient être prises en compte. J'espère que le ministre de la Jeunesse et des Sports va vous écouter ou est en train de vous écouter. Voilà. Merci, M. Abdoulaye. Donc il faut que qu'on ait nos propres projets ou nos cadres du ministère de la Jeunesse qui ont des initiatives qu'ils devraient développer au profit de la jeunesse. Bien sûr. Donc si les propres projets sont créés, géré par le ministère de la Jeunesse, toutes les préoccupations, parce que nous, quand on va travailler, on travaille toujours en écoutant d'abord les jeunes. D'accord. Il faut d'abord les écouter. Il faut les écouter, bien sûr, pour comprendre exactement pour agir ce que ces gens veulent. Voilà. Mais si on se met de côté, on réfléchit sans eux, pour dire que voilà ce qu'on doit faire pour les appuyer, ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas. Donc il faut d'abord les écouter pour faire ce qu'ils ont dit de faire. De faire, tout à fait. Et c'est seulement le ministère de la Jeunesse qui peut le faire. Parce que lui, il sait qu'il n'a qu'à faire que pour les jeunes. Tout à fait. Mais un autre ministère, lui, il va toujours considérer comme le volet, ils vont toujours considérer la jeunesse comme un volet. Alors que nous, c'est notre matière, c'est ça notre produit. On devrait s'occuper des jeunes en créant vraiment des projets et programmes. Moi, c'est en ce sens que je vois
que vraiment le CNSP peut vraiment agir pour qu'on voit une différence entre ce que l'État du Nigeria est en train de faire pendant des décennies. D'accord. Et maintenant? Voilà, et maintenant. Merci, monsieur. Merci, Tibi. Merci, vraiment, merci. Fadila, qu'est-ce que vous allez ajouter rapidement sur ce que le CNSP doit faire pour apporter des solutions à la jeunesse de Maradi et à la jeunesse du Niger de manière générale? Comme ça, on va à la dernière question vraiment pour finir. Allez-y. En tout cas, pour apporter une solution durable à la jeunesse de Maradi, le CNSP doit d'abord revoir le système éducatif. Le CNSP doit revoir le système éducatif. Il doit réviser ça. Et côté de la jeune fille aussi, le problème de COGES là. Moi, je pense que déjà au niveau de Maradi, il y a effectivement par rapport aux parents, de contribuer au COGES. Non, d'amener les jeunes filles à l'école. D'amener les jeunes filles à l'école, oui. D'accord. Donc, si l'État doit revoir, même ne serait-ce que côté de la fille, enlever, je ne sais pas si, je vais dire, carrément supprimer la COGES là. Ah bon? C'est à cause de COGES? C'est pas, les parents sont réticents d'abord. Le fait d'idée d'amener même la fille à l'école. Ah ok, la fille là, ok, d'accord. Oui. Donc, je pense que la COGES là, c'est un autre facteur qui contribue à ne pas amener les filles, à ne pas scolariser les jeunes filles, surtout dans les milieux ruraux. Il faut donner quelque chose pour amener la jeune fille là, donc ça c'est vraiment un obstacle. D'accord. Oui, le programme de santé aussi. L'État doit revoir ça puisque que ça doit être accessible à toutes les femmes, que ça soit au milieu urbain qu'au milieu rural. Oui, il y a aussi, il doit songer au développement durable, de la population. La création de l'emploi. Vraiment, c'est une réalité qui est là, effectivement. Et à part ça, il y a aussi l'entrepreneuriat des jeunes. L'État doit accompagner. Et là, je disais pas l'État uniquement, donc les bonnes volontés, les ONG. Et puis la jeunesse elle-même doit se lever, doit fournir un effort pour investir, pour contribuer au développement de cette jeunesse, de la population en général. Oui, il y a aussi l'aspect sécuritaire. Effectivement. Il doit y avoir beaucoup de sensibilisation, côté la prise de stupéfiants, un peu le banditisme là. Donc ça aussi c'est la création de l'emploi qui doit pallier à tout ce problème là, pour un peu garantir une stabilité et une sécurité à la jeunesse du Maradi. Vraiment. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. On a fait le tour du sujet. Maintenant, pour finir, quel sera votre message en direction des jeunes, d'abord de la région de Maradi et de manière générale de toute la jeunesse du Niger? Ibrahim. Merci beaucoup. Peut-être avant de répondre à cette question, je voudrais profiter de ce plateau pour aussi faire d'autres plaidoyers à l'endroit, en tout cas, des autorités. Je voudrais, dans un premier temps, commencer d'abord par remercier le gouverneur de la région de Maradi, un homme très pragmatique. Ça, beaucoup l'ont dit, qui est tout le temps sur le terrain. Sur le terrain aussi, à l'écoute des populations. Et aussi à l'écoute, à chaque fois, en tout cas nous en tant que représentants des étudiants, chaque fois que nous partons vers lui, il y a eu toujours de l'écoute, il y a eu toujours aussi la recherche des solutions. C'est vraiment un homme à féliciter, à encourager pour tous les efforts qu'il est en train de consentir pour la région de Maradi. Maintenant, l'autre appel, c'est à l'endroit aussi du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, afin qu'il ait un regard au niveau des universités publiques du Niger. Bien évidemment, hier, vous avez eu à faire un débat sur l'université, mais malheureusement, nous n'avons pas répondu, en tant que nous n'avons pas été invités à ce plateau, où nous pouvons profiter pour
donner aussi des problèmes liés à l'étudiant, parce que quand on parle de l'université, bien évidemment, ce n'est pas seulement les enseignants. Bien sûr. Mais aujourd'hui, à cette occasion, je vais en profiter. C'est parce que justement, on a prévu un plateau spécifiquement pour la jeunesse. Voilà. Là, on a laissé les enseignants expliquer les difficultés aussi qu'ils ont au niveau de ces universités publiques. Voilà un peu la raison. Et aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau. Effectivement, aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons profiter pour poser la problématique des infrastructures au niveau de l'université Ndoukodonk-Lodé de Maradi. Il existe un manque crucial des salles de cours, des laboratoires et tant d'autres. Ça, vos enseignants l'ont dit déjà. Sur le plan académique, la fermeture de la pharmacie au niveau de la faculté des sciences de la santé constitue un réel danger. Ça a été largement discuté sur le plateau là aussi. Voilà, nous osons espérer que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie prendra en charge cela. Et je comprends bien, puisque vous êtes étudiant en médecine, vous l'avez dit, je comprends bien votre préoccupation. Allez-y. Bien évidemment. Et aussi le retour à l'encadrement qui a été supprimé au niveau de l'école supérieure polytechnique. Et un des problèmes aussi qui doit être revu. Et l'amélioration, bien évidemment, des conditions de vie et d'études des étudiants au niveau de l'université Ndoukodonk-Lodé de Maradi, notamment la création, la construction des cités, des restaurants universitaires, la dotation du centre régional des œuvres universitaires en bus, sont tant des problèmes qui gangrènent l'étudiant à l'université de Maradi et qui doit être en tout cas solutionné. Maintenant, pour revenir au message, parce au que message maintenant pour faire passer le message de l'université. À l'endroit de la population, de la jeunesse de la ville de Maradi, ou à la jeunesse nigérienne dans son ensemble, c'est de se réveiller. De se réveiller. La jeunesse doit accompagner le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans cette lutte anti-impérialiste qui est lancée afin de pouvoir garantir non seulement la libération totale de notre pays du joug de l'impérialisme, mais aussi afin de pouvoir construire ce pays qui nous est cher. Et c'est là, un nouveau Niger n'est possible qu'avec l'accompagnement de la jeunesse qui doit aussi se donner au travail. Les jeunes doivent se réveiller, arrêter toutes les autres occupations qui ne sont pas importantes afin de se donner au travail. Parce que c'est seulement dans le travail qu'on peut construire un pays. Mais il faut le dire que nous sommes fainéants. Souvent les jeunes n'aiment pas travailler. Cela constitue aussi un des problèmes. Oui, bien évidemment, je dis les responsabilités, tout comme au niveau de l'État, à notre niveau également. Le jeune Nigérien est habitué à venir se réveiller tôt le matin, partir sur la fada, prendre du thé au bord des journées et dire que non, j'ai un diplôme, j'attends à ce que l'État m'embauche. L'État ne peut pas bien évidemment embaucher tout le monde. Ça, on est d'accord là-dessus. Donc il faudrait que les jeunes se donnent au travail. Il faudrait que les jeunes puissent avoir des idées, des projets, et là l'État va les accompagner à les concrétiser. Et c'est seulement dans le travail que nous pouvons construire ce Niger. C'est seulement en se réveillant que nous pouvons amener un changement positif. Que de partir déposer le diplôme, attendre un travail, il faut avoir l'idée d'entreprendre, de travailler. Ça va beaucoup. C'est bien dit. Merci beaucoup. C'est bien dit. Abdou Karim, quel sera votre message, vous, rapidement? Très rapidement, donc mon message, je dirais dans un premier temps, d'une manière générale, merci aux autorités, du Niger, du CNSP. Donc au CNSP pour l'accompagnement et aux autorités régionales également pour l'essence d'écoute et des solutions face aux multiples problèmes qui regardent la région, malgré leur cahier des charges. Donc c'est à remercier. Donc la jeunesse s'est engagée d'une manière générale. Ça, on l'a vu, accompagner les CNSP aussi bien et en train de le faire. Depuis le 26. Voilà, elle est en train de le faire. Et suite à cela, la jeunesse attend également beaucoup. Parce que la jeunesse, elle aspire à un avenir meilleur. Que ce soit sur le plan éducatif, sur le volet emploi, pour avoir un environnement sain. Donc là, c'est des attentes de la jeunesse. Elle a ses aspirations et elle a des attentes et elle a beaucoup d'attentes. Et là, la jeunesse aussi
en a confiance et en compte beaucoup. Et nous sommes sur la bonne voie et nous comptons à ces changements parce que beaucoup de choses sont en train d'être faites. D'accord. Et on pense que si la jeunesse s'engage et continue aussi à s'engager et à croire, il y aura beaucoup de changements. D'accord. Certes, elle est préoccupée également, ou elle aspire ce changement très vite, très rapidement, mais cela n'est pas possible parce que c'est des choses qui sont en train d'arriver en compte-gouttes. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses pendant beaucoup de décennies et on ne peut pas venir d'un seul coup, en une seule journée, changer tout. Donc suite à cela, moi mon appel à l'endroit de cette jeunesse-là, c'est de continuer à croire l'avenir est meilleur et il est prometté. Et nous avons plein d'espoir sur cette nouvelle démarche. Du CNSP. Il suffit tout simplement que tout le monde s'engage et que tout le monde s'y met et tout le monde amène sa petite contribution pour qu'on puisse changer ces choses-là, pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse développer ce pays. Et vraiment, nous sommes engagés là-dessus. Et Inch'Allah, nous y parviendrons. Merci Abdelkarim, merci. Oui, Tibi, quel sera votre message? Merci, monsieur Abdoulaye. Moi, je pense que les appels que j'ai à l'endroit de la jeunesse, le premier appel, c'est comme l'a dit le SG de l'UNI. Oui, Ibrahim, oui. C'est de ne pas attendre tout de l'État. Il ne faut pas attendre tout de l'État, ça c'est important. Il ne faut pas attendre tout de l'État. D'accord. Parce qu'il faut commencer d'abord par moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Avant d'attendre ce que l'État peut faire pour moi. C'est ça le patriotisme. Ça c'est très important pour les jeunes. Et c'est une occasion en or qui est là, avec le CNSP, que les jeunes devraient saisir et en profiter. Parce que ce genre d'occasion, dans la vie, on ne les a pas tout le temps. Plusieurs fois. Bien sûr. Donc il faut profiter de cette occasion pour reconstruire ce pays et on ne peut le faire qu'avec la jeunesse. Le deuxième appel, c'est il faut apprendre des métiers. Il faut que les jeunes apprennent quelque chose en même temps qu'ils sont sur le banc de l'école. Ça c'est très important et c'est un aspect où au Niger, ce n'est pas très développé. Je suis un élève, je suis un étudiant, je ne connais rien faire que prendre mon cahier, aller à l'école. Oui, c'est pas normal. J'ai le diplôme et enfin je ne peux rien faire. Je suis obligé d'attendre que l'État ou une autre structure m'emploie. Alors qu'au même temps que je vais à l'école, depuis l'école primaire, je peux en même temps parallèlement apprendre quelque chose. Bien sûr. Maintenant, si je ne suis pas embauché, déjà je connais faire quelque chose. Tout à fait. Je peux le faire en attendant. Et c'est une occasion pour créer des emplois aussi à d'autres jeunes. Ensuite, le dernier appel que j'ai à lancer à la jeunesse de Maradi, c'est de venir vers nous. C'est de venir vers les structures du ministère de la Jeunesse, et des Sports, pour s'informer, pour s'orienter et avoir des conseils et pour avoir des réponses à leurs préoccupations. Merci, M. Abdoulaye. Merci, Tibi. Merci. Fadila, qu'est-ce que vous avez comme message? On finit avec vous rapidement. Mon appel à l'endroit de toute la jeunesse nigérienne, c'est de se lever, changer de comportement. Changer de comportement, prendre conscience de l'actuel régime, effectivement, du CNSP et travailler, changer de mentalité, contribuer à sécuriser le pays, effectivement, et contribuer aussi au développement du pays. Donc ne pas attendre tout de l'État, se débrouiller, oui, effectivement, se mettre au travail. Voilà. D'accord. Merci, merci Fadila pour votre contribution à ce débat. Merci Tibi, vraiment pour votre contribution aussi à ce débat. Ibrahim, merci pour votre contribution. Abdelkarim, merci. Parce que vous l'avez évoqué, c'est les procurations de la jeunesse de Maradi. C'est vrai, comme d'ailleurs les procurations des autres jeunes du pays sont les mêmes. Mais ici à Maradi, vous avez beaucoup insisté sur l'écoute, parce que sans écoute, c'est très compliqué de comprendre qu'est-ce que les jeunes veulent et tout. Et si ce centre dont Abdelkarim a beaucoup insisté voir le jour pour écouter d'abord qu'est-ce que les jeunes veulent faire, je pense qu'on peut faire vraiment avancer les choses. Ça, c'est très important. Vous avez évoqué aussi la question de la consommation de la drogue, vraiment qui affecte beaucoup les jeunes. Et je pense que si vous-même vous en parlez et vous souffrez, je pense que c'est déjà une prise de conscience, parce que vous l'avez dit, les jeunes n'ont pas d'argent pour payer cette drogue, ils n'ont pas d'argent pour la faire transiter. Et malheureusement, c'est eux qui consomment. Donc il faut aller à la racine, chercher
les vrais coupables de cette situation et puis pouvoir régler vraiment cette situation de consommation de drogue qui affecte les jeunes. Par rapport à la question de l'emploi, ça vous l'avez dit, il faut maintenant mettre l'accent beaucoup plus sur la formation professionnelle et technique et l'insertion des jeunes pour pouvoir régler ce problème d'employabilité de la jeunesse. Et je pense que c'est très important. Vraiment, merci. Merci à tous. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci à tous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et c'est aussi la fin de notre série de débats sur la région de Maradi. Tous mes remerciements aux autorités régionales qui nous ont apporté leur soutien tout au long de notre séjour à Maradi. Mes remerciements également à toute l'équipe du Grand Débat qui m'a aidé à réaliser cette émission. Et la prochaine étape du Grand Débat, ça sera à Tawa où nous irons à la rencontre des populations de l'ADER. Excellente soirée à tous. Au revoir.